Je vais vous parler du cas spécifique de certaines formes d'introjection, surnommées par certaines communautés de toutes sortes de termes comme exotrauma, exoalter, walk-in, etc. Je vais commencer par vous donner des définitions de ces termes et parler un peu des controverses associées. Ces controverses portent tant sur la manière dont les personnes très dissociées abordent ces phénomènes qu'autour de la négation pure et simple de leur existence. Ensuite, je passerai rapidement en revue les mécanismes psychologiques en jeu lors de la formation de ces introjections. Une autre partie sera consacrée à une courte piste d'analyse concernant l'importance et l'utilité de l'utilisation des introjections en thérapie. Je donnerai pour finir 4 exemples tirés de mon propre système d'identité, avec 4 introjections formées à 4 moments différents de ma vie, chacun avec ses propres mécanismes d'élaboration, ses propres problématiques et ses propres angles de travail en thérapie. Notez que les croyances que je vais aborder et critiquer ne sont pas pathologiques en elles-mêmes, surtout lorsqu'elles sont cadrées par des pratiques culturelles ou cultuelles. Je vais surtout critiquer les risques de dérive qu'il peut y avoir lorsqu'il n'y a aucun cadre et que les croyances commencent à partir en vrille. Le terme exotrauma a été inventé par l'utilisateur Glitcher System sur la plateforme Tumblr afin de décrire des expériences dissociatives particulières. Le mot est composé de exo, qui veut dire venu de l'extérieur, et de trauma. Basiquement, ce terme décrit le phénomène vécu lorsqu'une personne dissociée voit certains traumatismes être symbolisés par son inconscient, dissimulés derrière des événements inspirés ou copiés inconsciemment d'éléments externes à la personne. Il peut s'agir de copies d'histoires fictives, la sensation d'être en contact avec des identités externes à soi-même, le fait d'avoir une identité inspirée de la mythologie, ou toutes sortes d'autres introjections d'animaux ou de personnes réelles. Il y a énormément de controverses autour de ce thème, principalement parce que la majorité des personnes utilisant ce mot le font au sens littéral du terme. Elles affirment porter littéralement des traumatismes vécus par des entités spirituelles, des personnages fictifs, des vies antérieures ou des êtres vivants dans d'autres réalités. Ces personnes peuvent aller jusqu'à conceptualiser le phénomène d'introjection comme le fait d'accueillir une âme, une personne, une entité, etc., issue de l'extérieur de soi. D'autres termes associés sont les exoaltères, le plus souvent nommés walk-in, pour parler d'une entité apparue à l'extérieur de soi et qui aurait emménagé à l'intérieur de son propre esprit. Ce phénomène décrit en réalité une part très dissociée et aliénée, qui prend une identité inspirée de quelque chose d'extérieur. Le problème de cette façon de conceptualiser le phénomène est que ces personnes voient cela comme très positif d'avoir énormément d'introjections. Elles peuvent également refuser toute thérapie, de peur de tuer un être extérieur à soi, ou encore être persuadées que cela ne sert à rien d'essayer de guérir ces traumatismes, puisqu'ils ont été vécus par quelqu'un d'autre que soi. Dans le cas des parts très aliénées et très dissociées, la personne peut être persuadée qu'elle n'a jamais vécu le moindre trauma, qu'elle va bien, qu'elle ne dissocie pas, que, au contraire, c'est positif d'avoir toutes sortes d'entités qui lui parlent dans sa tête, que ce n'est pas pathologique et qui ne font donc pas le soigner, ce qui s'accompagne souvent de phobie de la thérapie, de peur de voir disparaître les ressources contenues dans ses parts. Avoir des identités dissociées n'est pas négatif en soi, puisque c'est un mécanisme de survie très important qui permet de fonctionner malgré la souffrance. Néanmoins, éviter de regarder les blessures à l'origine de cette dissociation empêche de les guérir, voire même risque de les aggraver au long terme. Dans les cas les plus extrêmes, certaines personnes peuvent aller jusqu'à affirmer que c'est très sain d'être dissocié, d'avoir des parts complètement aliénées de soi et qu'il faut encourager tout le monde à dissocier pour avoir la joie d'accéder à ces ressources extérieures. Énormément d'encyclopédies en ligne ou de blogs parlant de ces phénomènes encouragent à conceptualiser tout ça comme n'ayant rien à voir avec des traumatismes vécus soi-même, ni rien à voir avec des troubles dissociatifs. Ces expériences sont littéralement décrites comme non pathologiques, très saines, désirables, comme si l'absence de conscience ou de conceptualisation du trauma signifiait l'absence objective de trauma et de symptômes dissociatifs. L'existence même des symptômes dissociatifs est niée. À la place, ils sont conceptualisés comme toutes sortes de pouvoirs magiques ou paranormaux, en réutilisant du vocabulaire issu du New Age ou de toutes sortes de spiritualités. Tout est fait pour maintenir le déni de la dissociation et du trauma.
Pour mieux comprendre les exotraumas et les exoaltères, il faut comprendre exactement comment fonctionne l'introjection. Il s'agit de l'inverse de la projection. Dans la projection, une personne attribue à un élément extérieur des intentions, des pensées, etc., qui sont issues de ses propres fantasmes, craintes, désirs, de son inconscient. Dans l'introjection, c'est un élément extérieur qui est copié inconsciemment par la personne et réintégré à sa personnalité, parce que l'élément fait écho à un fantasme, une crainte, un désir, une pensée, etc. Ainsi, un enfant va intégrer les valeurs de son entourage par introjection. Dans le cas d'une personne dissociée, l'élément introjecté peut être absolument n'importe quoi. Un personnage de fiction, un personnage historique, un animal, un objet, une personne ressource, un agresseur, une plante, etc. Il est important de garder en tête que ce qui est introjecté, copié dans l'esprit, ce n'est pas l'élément tel qu'il existe objectivement. C'est ce que la personne perçoit de l'élément, ce qu'elle en comprend, ce qu'il symbolise pour elle. C'est pour cela qu'il est possible d'avoir un alter qui est un chien qui parle, un tabouret qui pense, un Pokémon, un personnage de manga, une personne réelle ayant une existence extérieure, etc. Les communautés qui attribuent tout cela à des phénomènes surnaturels développent toutes sortes de théories à base d'univers parallèles et de mécanique quantique pour expliquer comment l'âme de quelque chose d'extérieur à soi peut se retrouver et habiter notre tête. Cela démultiplie les éléments nécessaires pour expliquer cela, car il faut un univers alternatif supplémentaire pour chaque nouvel alter avec une identité particulière. Le but est de conserver l'illusion que chaque alter est une entité séparée et indépendante, vivant dans un univers parallèle, pour éviter de regarder en face la réalité des traumas et de la dissociation. Cela peut aller jusqu'à nier l'existence de certaines identités, puisqu'un objet n'a pas d'âme, qu'un personnage de fiction n'existe pas réellement, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule réincarnation de Cléopâtre à la fois, car il n'y a eu qu'une seule Cléopâtre, et que toute introjection d'une personne réelle contemporaine serait une usurpation d'identité criminelle. D'autres affirment qu'avoir une identité copiant un personnage de fiction irait à l'encontre de la législation concernant les droits d'auteur. Ou tout simplement que toute identité copiée de l'extérieur serait la preuve que la personne n'est pas réellement multiple, pas réellement dissociée, et ferait semblant pour attirer l'attention ou pour se moquer. La psychologie ne s'embarrasse pas de toute cette multiplication d'hypothèses ad hoc, encore moins des accusations de mensonges, charlatanisme et autres crimes et délits. Elle attribue tous ces phénomènes à l'activité des neurones miroirs. Ces neurones miroirs sont une structure du cerveau qui est très importante dans le cadre des relations sociales, lorsqu'une personne en observe une autre ou un animal en train d'agir ou d'exprimer une émotion. Les neurones équivalents s'activent dans le cerveau de l'observateur, sans pour autant permettre de copier l'action. C'est un mécanisme d'empathie. La personne qui observe ressent réellement ce que vit le sujet observé, ou du moins ce que l'observateur en perçoit et en comprend. Lorsqu'une personne est très dissociée, son cerveau aura du mal à faire la différence entre l'activité des neurones miroirs et l'activité issue de sa propre volonté. Un peu comme un ordinateur qui ne serait pas capable de vider la mémoire temporaire, on parle aussi de cache, et enregistrerait en dur tout ce qui lui passe à portée au lieu d'effacer les informations inutiles. Dans les situations de stress intense, la personne dissociée peut, par exemple, ne plus faire la différence entre soi-même, l'agresseur, une autre victime, dans le cas des personnes témoins de violence, un éventuel observateur passif, etc. Le cerveau peut copier n'importe quelle personne de la scène et la conceptualiser plutôt comme moi ou plutôt comme du pas moi. La personne victime peut donc se rappeler une scène de violence qu'elle a vécue du point de vue de l'agresseur, comme si elle avait été dans sa tête au moment de l'acte. Cela entraîne énormément de confusion et de détresse. Ce phénomène d'introjection peut aussi se produire lorsque l'émotion intense est déclenchée par la rencontre d'un élément extérieur, livre, film, autre personne, etc., qui fait énormément écho à son propre vécu. L'objet observé peut être copié en dur dans son esprit, devenir une de ses identités et contenir du matériel traumatique ou des ressources dissociées. Plus l'identité va rassembler d'éléments à l'intérieur d'elle, plus elle va s'élaborer. On obtient un alter introject. Ces alters introjects sont très importants. Ils permettent de symboliser des choses qui, autrement, seraient impossibles à affronter. Ils permettent également l'accès à des ressources qui,
autrement, serait hors de portée. Lorsqu'on se retrouve face à ce type d'alter, il est important de ne pas forcer la réalisation que le contenu appartient à la personne. S'il est à ce point aliéné, c'est qu'il est encore difficile à la personne d'y avoir accès. Il est nécessaire d'y aller en douceur. Une piste de travail intéressante est de chercher ce que l'identité symbolise et signifie pour la personne en entier. À quelle période de sa vie elle fait écho? Quelles sont ses sources d'inspiration, ses origines externes? Étudier tout cela donne des pistes de réflexion pour comprendre son contenu, ainsi que les raisons pour lesquelles l'inconscient de la personne a choisi de faire appel à ce symbole en particulier. Ensuite, il devient possible d'aider l'identité à gérer les douleurs qu'elle contient, en utilisant dans un premier temps le cadre symbolique dans lequel elle existe. En parallèle, il est important d'augmenter au maximum les ressources internes de la personne globale pour lui permettre de faire face plus facilement aux douleurs contenues symbolisées par les traumas de l'exoalter. Au fur et à mesure de l'avancée de la thérapie, de l'ancrage progressif de l'identité dans l'ici et maintenant, les couches de symboles se lèveront d'elles-mêmes. Les symboles n'existent que lorsque l'esprit en a besoin. Lorsque la personne globale est capable de faire face directement aux événements douloureux de son passé, les symboles s'effacent car ils ne sont plus nécessaires. Il est inutile, voire contre-productif, de forcer le phénomène. Tendre des perches est possible pour guider et orienter l'alter vers le monde physique, mais forcer risque de le retraumatiser. Il est important de ne pas nier les angoisses et souffrances associées aux exotraumas. Il y a, à l'origine, de véritables traumatismes que la personne globale est incapable de gérer. Ces traumas sont tellement douloureux et impensables que la personne est incapable de les conceptualiser comme des événements de sa propre vie, ou même de se les rappeler de manière objective. La personne n'invente pas sa souffrance. Son esprit se contente de mettre un masque par-dessus, afin de la rendre plus facile à supporter. Ce masque se lèvera de lui-même au fur et à mesure de l'avancée de la thérapie. Il ne faut surtout pas forcer afin d'éviter les risques liés aux faux souvenirs induits. Il est également nécessaire de garder en tête que, pour une personne dissociée, les souvenirs ne sont pas forcément rangés correctement entre les différents alters. Plusieurs alters peuvent contenir des aspects différents d'un même événement. Un alter peut contenir plusieurs événements similaires et les confondre entre eux. Le puzzle se reconstitue de lui-même au fur et à mesure que les symptômes associés, dissociation, angoisse, flashback, etc., sont gérés et soignés avec des thérapies adaptées aux troubles dissociatifs complexes. Je vais à présent vous montrer quelques exemples tirés de mon propre système d'identité. Mon premier témoignage va concerner un alter que je vais surnommer la bestiole. La bestiole est l'introjection la plus ancienne de mon système. À l'origine, c'est un alter très peu intégré, plutôt un paquet de mini-alters dans un imperméable, essayant de faire semblant d'être un alter cohérent. En raison de son ancienneté, les croyances subjectives de la bestiole à propos de son existence et de sa place dans le système ont été très variées et très incohérentes. Les thèmes récurrents étaient l'incarnation depuis un monde parallèle non physique, la nécessité de souffrir les souffrances de l'humanité et le besoin anxieux, presque boulimique, d'apprendre le plus de choses possible. Objectivement, la bestiole rassemble des influences de différents films et livres que j'ai pu consulter durant ma petite enfance. Certaines angoisses, exprimées par le personnage de la licorne dans le film La dernière licorne, ont inspiré la base de son identité, ainsi que la base de l'identité d'un autre alter puzzle qui s'est développé en parallèle, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Toutes sortes de documentaires et de dessins animés avec des animaux ont également influencé son élaboration. Les thèmes et problématiques de la bestiole sont liés au comportement de survie, jugés animaux en société. La fuite, le combat, le figement, etc., ainsi qu'à l'hypervigilance et au comportement de stimming autistique, eux aussi souvent étiquetés animaux en société. C'était donc logique que l'ensemble de parts contenant ces comportements prennent des formes d'animaux. Toutes ensemble, ces parts composent un alter plus ou moins cohérent que je surnomme la bestiole, ayant la forme d'une créature chimérique, sorte de licorne dragon. Le travail avec la bestiole a été très long et très difficile.
je n'ai pas, voire très peu utilisé les symboles autour de la bestiole dans mon travail avec lui. Entre autres parce que j'ai commencé ce travail bien avant d'acquérir la moindre connaissance autour des troubles dissociatifs. J'ai donc fait au pifomètre. Au pifomètre, donc, j'ai fait de mon mieux pour réorienter la bestiole vers des attachements sécures, vers des comportements de protection et de défense adaptés aux situations présentes, plutôt que répétant les situations passées. J'ai également travaillé sur la phobie d'arrêter d'être en hypervigilance, en renforçant le sentiment de sécurité intérieure. J'ai aussi beaucoup travaillé à réorienter les comportements autodestructeurs et autosaboteurs. Cela demande de comprendre leur origine, de comprendre pourquoi ils ont été utilisés par le passé, et ensuite analyser quels nouveaux comportements sont mieux adaptés dans l'ici et maintenant. Renforcer la sécurité extérieure, c'est-à-dire stabiliser la vie physique, empêcher les personnes mal intentionnées de m'atteindre, ce genre de choses, a beaucoup aidé la bestiole à abandonner l'hypervigilance. En parallèle, j'ai travaillé avec d'autres haltères, mieux ancrés dans l'ici et maintenant, contenant moins de traumas, afin de développer des comportements de protection mieux adaptés à l'ici et maintenant. Cela aussi a aidé la bestiole à se sentir en sécurité. Progressivement, la bestiole a accepté de lâcher prise sur le contrôle global et à faire confiance au reste du système. Cela m'a permis de me concentrer sur le soin et la guérison des blessures portées par la bestiole, ainsi que sur les enchaînements de triggers entre mes différents haltères qui aboutissaient à une intervention mal adaptée de la bestiole. Actuellement, la bestiole est quasiment inactive. Yel intervient ponctuellement pour signifier qu'une situation allume ses systèmes d'alarme, tout en faisant confiance aux autres haltères pour gérer, sans avoir à activer les compétences les plus primales de défense et de survie. La forme de son identité s'est stabilisée. Yel donne l'impression d'être une seule créature, plutôt qu'un zoo dans un imperméable. Des fois, les symboles servent de baromètre pour percevoir l'état d'un haltère. Mon second témoignage concerne un haltère que je vais simplement appeler Mewtwo. Mewtwo est un haltère très ancien qui date de mes 9 ou 10 ans, même si son contenu est encore plus ancien. Il y a 3 ans, si vous aviez demandé à Mewtwo d'où il vient et pourquoi il est dans le système, il vous aurait répondu: Je suis Mewtwo. Je suis différent des autres Pokémon. J'ai été créé afin d'être le plus puissant de tous les Pokémon. Mais je me suis noyé dans mes pouvoirs, à force de manipuler la réalité. J'ai créé une déchirure dans les continuums de l'espace-temps du multivers. Et maintenant, je suis prisonnier dans le pire endroit que j'aurais pu imaginer, la tête d'un humain dans un monde privé de Pokémon. Objectivement parlant, avec le recul, je sais que Mewtwo est l'introjection de ce que j'ai compris, enfant, du personnage de Mewtwo dans le premier film Pokémon, lorsque je l'ai vu au petit cinéma de la ville de mes grands-parents pendant des vacances scolaires. La voix du doubleur français, la détresse du personnage, ses interrogations existentielles, plein d'éléments ont fait écho avec ma propre détresse et mes propres traumas. Mon cerveau a regardé le package des éléments dissociés formés par toutes sortes de douleurs émotionnelles. Il a regardé le personnage à l'écran. Il a fait copier, coller, et paf, voilà Mewtwo. Pendant des années, Mewtwo est resté caché dans un coin pour contenir en silence toutes ces choses que je ne pouvais pas me permettre de ressentir. C'était trop douloureux pour moi. Je risquais de me faire maltraiter ou moquer si je les exprimais. Niveau ressources, il m'a été très utile au lycée durant les cours de philosophie, car il contient des interrogations comme l'existentialisme ou le nihilisme, qui sont toujours utiles pour faire un commentaire composé de texte ou une dissertation. Une fois sorti du lycée, je n'ai plus vraiment eu l'occasion de faire appel à ces ressources. Dès qu'il tentait de s'exprimer, il était brimé par mon entourage. Il lui a fallu énormément de temps avant d'oser à nouveau s'exprimer. Même là, il était tout le temps sur ses gardes, persuadé que personne ne pourrait jamais l'aimer. Il était véritablement persuadé d'être le Pokémon Mewtwo, coincé avant les événements du film, c'est-à-dire avant que le personnage ne se rende compte qu'il a de la valeur et le droit d'exister, avant que le personnage ne réalise qu'il est au contrôle de sa propre vie et de sa propre destinée. Lorsqu'il a commencé à prendre le contrôle du corps, je pouvais véritablement ressentir la forme de son corps, sa taille, sa queue, ses oreilles. J'étais dépersonnalisé. J'hallucinais tellement fort ses pattes digitigrades que je n'arrivais pas à marcher sans me mettre sur la pointe des pieds.
Utiliser mes mains était compliqué, car elles possèdent 3 doigts courts, pas 5 doigts longs. Des fois, s'il était au contrôle du corps quand je prenais ma douche, je me mettais à tourner sur moi-même en cherchant sa queue, et je me sentais sale de ne pas avoir pu laver cette queue qui n'existe pas physiquement. C'étaient des sensations très fortes. Il était persuadé que ce corps humain, cette vie humaine, était des malédictions, une sorte de punition liée au fait qu'il était Mewtwo, un Pokémon créé artificiellement, qui n'avait pas le droit d'exister. Le travail avec Mewtwo est centré sur ses blessures internes. J'ai commencé par aborder la chose sous l'angle du film, en me concentrant particulièrement sur la résolution finale, telle que décrite dans le scénario. Les circonstances de la naissance sont sans importance. C'est ce qu'on choisit de faire du cadeau de la vie qui détermine qui nous sommes. J'ai également travaillé à construire un attachement sécure entre lui et d'autres alters du système, puis avec des personnes externes. Je l'ai laissé explorer les aspects philosophiques autour de ces contenus difficiles, ce qui l'a aidé à faire la part des choses entre ses traumas et les interrogations existentielles qu'il est normal et humain d'avoir. Il a également fusionné avec un autre alter, après que celui-ci ait guéri de ses propres traumas. Actuellement, Mewtwo est de plus en plus apaisé et ancré dans l'ici et maintenant. Il s'isole de moins en moins en interne, commence à se mélanger avec d'autres alters qui, ensemble, gèrent le quotidien. Lorsqu'il prend le contrôle du corps, j'ai de moins en moins les hallucinations proprioceptives de son corps. Il est de plus en plus à l'aise avec la réalité physique du corps que nous partageons, de plus en plus en paix avec la réalité. Maintenant, si vous lui demandez qui il est, sa réponse est: je suis Mewtwo. Je suis une introjection du personnage de Mewtwo du premier film Pokémon. Je suis moi. J'existe. Et je suis en paix maintenant. Des fois, les symboles sont utiles pour s'occuper de l'alter qui les utilise. Mon troisième témoignage concerne un alter que je vais surnommer le Petit Prince. Le Petit Prince n'a pas vraiment d'histoire liée à sa présence dans le système. En fait, il était tellement dissocié du reste du système que jusqu'à très récemment, je le percevais comme extérieur, au point de penser qu'il était uniquement un figurant. Objectivement, il s'est construit comme un réceptacle pour les fantasmes de fuite et d'espoir d'être sauvé que j'avais lorsque j'étais au collège. Son identité a été influencée par toutes sortes de héros de films, livres et jeux vidéo qui correspondaient, à mes yeux, à ce thème héroïque. Robin des Bois de Disney, Link des jeux vidéo Zelda, Legolas du Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite. On peut ainsi voir émerger un certain thème esthétique. Un elfe blond vêtu de vert, capable de se battre pour protéger les siens, mais aussi de jouer de la musique et de se comporter de manière délicate et agréable en société. Il s'est retrouvé avec très peu de contenu, en dehors de ce que je mettais dedans, à savoir mon fantasme de fuir dans un monde magique peuplé par des elfes, ainsi que les échos de certains traumas que j'essayais justement de fuir à cette époque. Il est resté en dormance pendant 20 ans, pour ne se réveiller que très récemment. Juste à temps pour que je puisse vous en parler et vous présenter quelques pistes de travail en cours avec ces symboles internes. Tout d'abord, le fait qu'il soit symboliquement très lié au paysage de type forêt, à l'action de fuir et au Seigneur des Anneaux, me donne des pistes pour la mener à remonter à la conscience. Si je vais marcher dans un environnement où il y a assez d'arbres pour me permettre d'oublier que je suis en ville, cela agit comme un trigger positif sur lui. Je peux en rajouter une couche en allant marcher dans le but de faire avancer mon personnage sur la carte de la Terre du Milieu dans l'application The Conqueror Challenge. Une fois qu'il est remonté assez proche de la conscience du corps pour pouvoir travailler avec lui, je peux l'aider à s'orienter vers l'ici et maintenant, à s'ancrer dans la réalité. C'est un travail très important et difficile avec lui, car il est resté en dormance pendant 20 ans. Il a donc 20 ans de ma ligne de vie à rattraper. La première fois où il a vraiment émergé, il était encore coincé dans des souvenirs et le contexte de quand j'étais au collège. Ma situation matérielle présente était source de confusion, voire de panique pour lui, car il ne comprenait pas où et quand il était. Une autre piste de travail est de le faire fonctionner en binôme avec l'alter dont il contient une partie du trauma.
l'alter qui voulait fuir et se cacher dans le royaume des elfes pour échapper aux douleurs du quotidien. Tous les deux portent des morceaux complémentaires des mêmes blessures. Si je veux que ces blessures soient complètement guéries, il faut m'en occuper dans les deux alters qui les contiennent. Pour le moment, c'est une piste à explorer pour le futur, car je n'ai pas encore totalement réussi à le ramener de manière permanente au contact de l'ici et maintenant. Des fois, les symboles portés par un alter sont utilisés par plusieurs alters conjointement via leurs interactions. Mon quatrième et dernier témoignage concerne un alter que je vais surnommer Scar. Le contenu de Scar est très ancien, mais son identité a commencé à se construire vers la fin de mon adolescence. Avant que je commence à travailler en tant que tout global avec mon système, Scar aurait parlé de lui de la manière suivante. Je n'ai pas de nom. Je ne mérite pas de nom. Mon peuple a été massacré. Ma foi a été bafouée. J'ai renié ma foi, mon nom et mon peuple. J'ai mené une existence de crime pour tenter de me venger. J'en suis mort, et ceci est mon purgatoire. Une seconde chance, afin de racheter mes péchés et de sauver mon âme. Objectivement parlant, Scar est l'introjection du personnage de Scar dans la série Fullmetal Alchemist. Ou du moins, ce que j'ai compris de ce personnage au fur et à mesure de mes nombreux visionnages des différentes versions de la série animée, ainsi que de ma lecture du manga papier. Ce personnage est le survivant d'un génocide. Il contient beaucoup de colère, des envies de vengeance. Il porte également un tatouage magique et destructeur qu'il n'a pas désiré. Il est sans domicile et il est recherché par les autorités pour ses nombreux crimes. C'est un ancien moine qui a renié sa religion. Dans une des versions de l'histoire, la plus ancienne, il se sacrifie afin de tuer des centaines de soldats. Dans d'autres versions plus récentes, il affronte les conséquences de ses actes, prend du recul par rapport au contexte socio-politique global et décide d'abandonner le chemin de la vengeance pour s'engager sur celui de la réparation. Il acquiert alors un autre tatouage magique, celui de la création, complément du premier. Le fait qu'il existe plusieurs versions à l'histoire du personnage m'a permis de travailler avec lui autour de ce qui semblait être un thème central pour lui. Corriger les choses, ou encore se racheter. Ses croyances identitaires autour de sa mission de sauvetage, d'assistance et de protection vis-à-vis du reste du système ont fait de lui un allié précieux afin de prendre soin des autres alters ainsi que du corps. Petit à petit, à force de travailler sur la vie quotidienne dans l'ici et maintenant, il s'est progressivement ancré dans la réalité du monde physique. Une fois cette étape franchie, il a pu mettre en parallèle les symboles de trauma qu'il contient avec les événements objectifs vécus par le corps. Plus il parvenait à faire de parallèles entre les deux, plus il parvenait à comprendre que cette douleur qu'il contenait était celle du système tout entier. J'ai avancé par petites touches, délicatement, par rapport à tout ça. Cela demandait à Scar d'abandonner énormément de couches de symbolisme, énormément d'illusions de séparation entre lui et le reste du système. C'était douloureux, et ça devait se faire progressivement. Il fallait également accepter l'impuissance passée, faire le deuil de l'idée d'une baguette magique pouvant tout résoudre d'un geste. Il y a eu énormément de parallèles entre l'évolution du personnage de Scar dans l'univers version papier de l'histoire Fullmetal Alchemist et l'évolution de mon alter Scar au sein du système, ou de manière plus générale, l'évolution de mon système entier. Certains points les plus importants étant le fait d'accepter que le passé ne peut pas être changé, le fait de comprendre que les différentes personnes impliquées dans mes traumas étaient elles-mêmes prisonnières de circonstances plus grandes qu'elles. C'était un travail très difficile de réussir à relier en même temps ma propre souffrance, les possibles causes des comportements de mes agresseurs, leurs propres blessures causant ces comportements mal adaptés, les circonstances à l'origine de leurs blessures, les circonstances qui les ont empêchés d'apprendre à mieux se comporter, etc. Il ne s'agissait pas de nier mes souffrances, mais de les voir comme la dernière étape de tout un réseau de causes et d'effets. En prenant ce recul, j'ai pu mieux voir quelles étaient les options de solutions possibles pour moi.
en regardant la situation comme une chaîne de cause et d'effet, j'ai pu, comme Scar dans l'histoire de Fullmetal Alchemist, découvrir où je pouvais agir pour vraiment changer les choses, en acceptant qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas changer. J'ai pu lâcher prise dessus et me tourner vers ce qui était réellement en mon pouvoir, à savoir ma thérapie, mon processus de guérison. Actuellement, Scar ne se perçoit plus comme lié au personnage de Scar, à part pour son apparence. Il se conceptualise pleinement comme un alter dans un système TDI, un morceau de moi. Il fait partie du groupe d'alters qui sont en cours de fusion et gèrent ensemble le quotidien. Des fois, les symboles utilisés par un alter peuvent être étendus au système tout entier. En conclusion, les exotraumas et exoalters sont des aspects très mal compris des troubles dissociatifs. Énormément de fantasmes sont véhiculés autour d'eux. Tous sont contre-productifs. Les aborder comme étant la réalité objective de leur matériel d'origine est délétère, voire dangereux dans le cas des identités imitant un agresseur. Beaucoup de croyances autour de leur réalité indépendante de la personne dissociée vont même amplifier les troubles dissociatifs plutôt que de les guérir. Le comportement opposé, à savoir les aborder sous l'angle de « c'est pas possible, ils n'existent pas », va aussi encourager la dissociation et le refoulement de ce qu'ils contiennent, en plus de culpabiliser la personne complète vis-à-vis de ses symboles internes. Je vous ai présenté 4 exemples différents de manières d'aborder les introjections. Avec la bestiole, nous avons vu que ces symboles internes vont être une indication visuelle importante quant à l'état d'un alter du système. Avec Mewtwo, nous avons abordé le cas d'un alter pour lequel le matériel introjecté peut être directement utilisé pour aider l'alter à guérir de certains de ses traumas. Le cas du Petit Prince est un exemple de fonctionnement en binôme de 2 alters. Un premier, que je n'ai pas nommé, qui va confier certaines de ses blessures à un second, sous couvert de symboles inspirés de matériel extérieur. Enfin, avec l'exemple de Scar, nous avons vu comment un récit complexe peut être réapproprié par un alter, puis par la personne globale tout entière, afin d'avoir une ligne directrice thérapeutique. Ce ne sont que 4 exemples parmi les myriades de façons d'aborder les introjections sous un angle thérapeutique. N'hésitez pas à consulter le site de documentation afin d'avoir accès à des articles plus spécifiques concernant, par exemple, le cas délicat des introjections d'agresseurs. Merci pour votre attention.